Mais je crois que je ne peux pas vraiment parler de cet espoir si je ne commence pas par dire ce qui s'est passé il y a juste une semaine à 50 km de l'hôpital où je travaille, où 35 personnes, d'après l'information que nous avons eue, ont été massacrées dans un lieu de prière. Je crois que c'est comme ça que la guerre avait commencé, quand les malades ont été massacrés à l'hôpital. Là, c'est dans un lieu de prière et dans un centre de santé. 35 personnes ont été assassinées il y a juste une semaine. But we cannot really just stress that there is a positive change, as we have to share with you that only 1 week ago, less than a week ago, 35 people were killed, massacred, murdered in a church, and this is in the direct vicinity of the Bukavu city, which is in the South Kivu province. And this recalled to Dr. Mukwege when the war started in '96. Also, some hospitals were targeted by the militia. Donc, même s'il y a de l'espoir, vous comprenez qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut vraiment pouvoir résoudre. Mettre un état de droit, ça prend du temps. So although there is room for hope and for change, there's still a lot of room for action in terms of building rule of law and protecting the citizens. En fait, qu'est-ce qui s'est passé qui fait que nous ayons cet espoir? La dernière année, nous avions d'abord observé un intérêt tout à fait particulier pour la République démocratique du Congo, et ceci s'était traduit par la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. But from where comes this hope in the DRC? We acknowledge that there is more and more attention from the international community. And this has been translated by the signature, the signing of the Addis Abeba Framework Agreement for Peace, Security and Cooperation in the DRC and in the region. Je pense que pour beaucoup de Congolais, ça signifiait tout simplement encore un accord supplémentaire, un papier supplémentaire. So for many Congolese people, they might believe, well, is this another sheet of paper or is it a real peace agreement? Mais je pense que pour moi, j'avais essayé de faire passer un message. On a eu beaucoup de papiers, de pièces de papier, mais cette fois-ci, les agresseurs ont mis leur signature pour respecter l'intégrité territoriale du Congo, et ça, c'était très important de pouvoir s'approcher sur ça. But this is an interesting momentum, as this peace deal has gathered many neighboring countries, including those who have previously invaded DRC, and they have recognized that there's a need for respect to the territorial integrity and sovereignty of the DRC. Je pense que la deuxième chose à laquelle moi je pensais qu'il était très important que les Congolais puissent s'accrocher, puisque finalement, quand on a des accords, on avait des accords internes, des accords qui concernaient les Congolais, mais là c'était 11 pays voisins au Congo qui s'étaient mis d'accord de ne pas entretenir de groupes rebelles dans leur pays. Tout le monde dira, c'est la théorie, mais je pense qu'il faut partir de la théorie pour faire des choses pratiques. Dr. Mukwege believes that the Congolese people need to take ownership of this framework agreement because it's the first time that this peace deal is gathering 11 countries from the region, and that they agreed not to interfere in their internal affairs by sending troops and militia on the Congolese soil.
Et donc vous savez qu'après, il y a eu la nomination de 3 envoyés spéciaux pour les États-Unis. So there's also et l'Union africaine. there's also a team of special envoys who have been appointed respectively by the UN Secretary General, but also by the United States and as well as from the African Union and the EU. Et nous, en fait, au niveau du terrain, on peut constater par exemple que Martin Kobler, qui est l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, a imprimé une nouvelle force où on sent très bien qu'il est présent là où les événements se passent. Il y a beaucoup de choses, lorsque ça se passe, c'est lui qui dénonce, il va voir les gens. Et donc il y a vraiment une différence dans le leadership de la mission des Nations Unies au Congo. In addition to the diplomatic interest and commitment, also on the ground the United Nations has appointed a new special representative of the Secretary General. His name is Martin Kobler, and he's really showing a new leadership. He's much more committed, engaged, present in the field, close to the concerns of the people, and really on the ground with the reality of the Nous pouvons également voir sur le plan interne, nous avons la souveraineté nationale, mais il y a des tendances au détournement, par exemple, de la Constitution. On voit très bien que les envoyés spéciaux, ils prennent des positions en fait qu'ils tirent de la grassroots, donc au niveau local, et ils essaient d'amener la voix de la population pour que cette voix soit entendue, ce qui est très positif. Also, Dr. Mukwege is sharing with you that at the domestic level, there is a current debate in the DRC on the potential change of the constitution. But there's a grassroots movement who wants to preserve the constitution, and the team of special envoys are also trying to share this message with the state authorities. Donc je crois que nous sommes dans une évolution qui est positive, mais cette évolution ne se fera pas par les envoyés spéciaux, elle ne se fera pas par les Nations Unies, ne se fera pas par les États étrangers. Cette évolution va se faire par les Congolais. Donc il est très très important que les Congolais puissent s'approprier en fait de ce qui se passe au niveau du terrain. There's a positive evolution, but sustainable change and evolution will not come from the UN, will not come from special envoys or from the foreign authorities. Sustainable evolution will come from the Congolese people. Now, I think many people amongst us, Congolese and non-Congolese, now have a good understanding of the use of rape as a weapon of war in Congo. And I was wondering, because we have you here today, and you're one of the few, perhaps the only doctor, who has been in Congo from the onset. I wondered if you could tell us, when did you first realize, by treating women, when did you first realize that rape was being used as a weapon of war? And also, if you can simply expand on this impact of rape on the community today and probably in the future. C'est une très très grosse question. Je vais essayer d'y répondre. Mais j'ai travaillé au Congo comme gynécologue obstétricien depuis 1983. Et je n'avais jamais vu ce que j'ai observé pour la première fois. C'était en 1999. Donc, dans ma carrière, je peux dire avec précision que voir ce que je vais décrire, je l'ai vu dans un contexte de conflit, et c'était en 1999 pour la première fois. Thank you for your question, Vava, and this is an interesting and a big question.
Dr. Mukwege has been an obgyn, a gynecologist, since 1983 and has been working since then. But the first time he has been a doctor, but also a witness of rape as a weapon of war, has been in 1999, and this was in a conflict context. Donc c'est pour cette raison d'abord que, en m'adressant à l'Assemblée, je voulais dire peut-être il faudrait vraiment que nous puissions essayer de trouver le beau mot pour exprimer la violence qui se commet sur les femmes pendant le conflit, puisque je trouve que utiliser le mot viol, c'est tellement dilué que en fait les gens se posent tout simplement la question: est-ce que c'est pour le viol qu'on doit en fait mobiliser tous les efforts qu'on mobilise? Le viol qui se commet comme une arme de guerre, c'est un acte de destruction, c'est un acte de refus de la négation de l'humanité de l'autre. Et vous savez, à chaque fois, lorsqu'un être humain ou vous niez l'humanité de l'autre, la phase qui suit, en fait, c'est détruire l'autre sans se poser des questions, puisque vous considérez que ce n'est pas un être au même pied d'égalité que vous-même. When we talk about rape in conflict, maybe we should find a new word, because this word rape cannot really integrate all the dimension that Dr. Mukwege can experience on his patients and on the survivors. It's not only a sexual relation without consent. It's designed to destruct. It's an act of destruction. It's a negation of the humanity, and this is really made to destruct not only the people but the community. J'avais parlé dernièrement, j'étais dans une émission Priorité Santé de Radio France Internationale, et j'avais discuté avec des médecins syriens et des psychologues syriens. Et leur déclaration était c'est que le viol dans les conflits faits pour notre communauté est même plus grave que les armes chimiques. Et nous avons beaucoup plus peur de ce qui arrive dans nos communautés par rapport au viol que ce qui pourrait arriver par rapport à l'arme chimique. Et je crois que les hommes, les enfants, les femmes qui subissent cette arme, ils peuvent mesurer la gravité de cette arme par rapport à la destruction de la famille et de la communauté. Recently, Dr. Mukwege was part of a broadcast from French international radio, and it was on the situation in Syria. And Dr. Mukwege had an interesting exchange with some of his colleagues from Syria, and they were stressing that the use of rape as a weapon of war is producing even more serious damages than chemical weapons. En fait, qu'est-ce que j'ai observé? Pour la première fois, j'ai ouvert un hôpital pour prendre en charge les femmes. En fait, la mortalité maternelle était ma grande préoccupation. Mais la première victime que j'ai soignée à l'hôpital, c'était une femme après avoir été violée par plusieurs personnes. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont tiré dans son appareil génital. Et ça, moi, quand je l'avais vu, je pensais que c'est un acte de barbarie isolé. Je ne pouvais pas imaginer que c'était un début de quelque chose dans ma carrière. Back in 1999, when Dr. Mukwege founded Panzi Hospital, his objective, his goal was to reduce maternal mortality. But the first patient who came to receive assistance was a victim of mass gang rape. And she was not only sexually abused, the perpetrators also shoot into her genitals. So this was, Dr. Mukwege discovered this new phenomenon and thought at the first time that it was an isolated barbaric act.
they discovered that it was the beginning of a serious crisis. Mais après quelques temps, j'ai découvert qu'il y avait de plus en plus de femmes qui venaient et qui racontaient presque la même histoire. J'étais chez moi, il y a des hommes en armes qui sont venus, ils nous ont pris à une place publique, ils nous ont pris dans une église et ils ont commencé à nous violer publiquement devant nos maris, devant nos enfants. Et les hommes qui ont essayé de résister ont été tués et puis après nous avoir violés, ils nous ont introduit toute espèce d'objets ou de destruction au niveau de l'appareil génital devant toute la communauté, devant toute la famille. So after this first case, Dr. Mukwege discovered that there were more and more women coming to seek assistance and sharing the same stories. They were raped in public. Their husbands were trying to resist or to protect, were killed. And those women were not only sexually abused, their genitals were also severely destroyed. And all that was done most often in public. Et quelle est la conséquence de ces actes publics qui se passent comme ça? C'est d'abord détruire toute la croyance sur laquelle est fondée la société. And what is the first consequences of such criminal act committed in public is that the whole belief of the community, the society is completely destroyed. On a constaté qu'on peut avoir les mêmes conséquences avec le viol comme arme de guerre, on peut avoir la même conséquence que les armes classiques que nous avons. Et premièrement, par exemple, en fait, le déplacement massif de la population. We've noticed that the consequences of rape committed in conflict get similar consequences than conventional weapons. The first consequences is the impact on the demography and the population. The displacement of population. En fait, un homme qui voit sa femme ou sa fille est violée en sa présence et qui n'a pas su le défendre, qui n'a pas pu faire quelque chose, ces hommes, ils sont les premiers à partir puisqu'ils sont tellement humiliés que la seule solution, c'est de ne plus voir ses enfants, ne plus voir sa femme. Et donc, lorsque les hommes partent, les femmes suivent avec les enfants après, mais le village est laissé en fait pour les agresseurs. So these very serious consequences of rape used in conflict is that it leads to displacement, massive displacement of population. Why? Because when a man has not been able to protect his woman, his family, his daughters, then he feels he's no more a man. He needs to hide, to run away. So when the men are leaving, then the women and the kids also leaving their livelihood, and there's a rural exodus. La deuxième conséquence, c'est sur la démographie. La destruction donc volontaire de l'appareil génital, c'est aussi lutter, détruire la porte d'entrée à la vie. Et donc les femmes, lorsqu'elles sont non seulement blessées au niveau génital, et là j'ai vu des enfants de 3 ans, j'en ai opéré une dizaine seulement le mois passé, des enfants de moins de 5 ans, lorsqu'on les détruit comme ça, elles sont détruites, toute la partie génitale est détruite avec une fibrose importante. Donc ces filles, leur avenir obstétrical, même sexuel, est déjà compromis. Et donc, lorsque vous détruisez l'appareil génital, vous détruisez la porte d'entrée à la vie. Non seulement vous détruisez, mais vous y mettez également des infections sexuellement transmissibles qui ne sont pas souvent soignées, mais avec une conséquence à long terme sur la fertilité des femmes. Mais vous les contaminez également de
du VIH-Sida, c'est-à-dire en d'autres termes que ces femmes deviennent en quelque sorte un réservoir de mort pour toute la communauté autour. Et donc la conséquence démographique est incalculable par un geste où vous posez un acte sur une personne, mais vous refusez automatiquement, par exemple, à ce que 6 personnes viennent en vie pour chaque femme, mais aussi vous créez la possibilité de tuer autour de cette personne un nombre incalculable de personnes. Donc, s'attaquer à l'appareil génital de la femme, on peut réduire la démographie de la même façon que jeter une bombe ou une arme chimique. Second, very serious consequences of rape used in conflict is the impact on the demography. When the genitals are targeted as such by the perpetrators, it's destroying. It's an attempt on the integrity, but it's also a destruction of the sexual potential of this person, and also about the potential for this person to give birth and to give life to a new generation. So when you destroy the genitals of a woman, you destroy one life, but you will also transmit sexual disease, and it has huge consequences on the fertility of women, and hence it has a serious impact on the population. La troisième conséquence, c'est une conséquence sur le tissu social. Dans toutes les guerres, pour pouvoir vaincre l'ennemi, il faut le détruire mentalement, il faut détruire son tissu social. Et là, ça marche très très fort, puisque, en fait, lorsque vous arrivez à disloquer les familles. So, also another parallel that we can make with other tactics of war in a more conventional setting is that rape used in conflict is destroying the social fabric, and it's probably one of the best way to mentally affect a population, as the whole community suffers from the consequences. Et ce que nous avons par exemple observé, c'est que non seulement il y a cette dislocation familiale où le père n'est plus le papa, puisqu'il n'a pas joué son rôle de père, où la mère, toute la considération qu'elle avait, elle l'a plus, puisqu'en fait elle a été humiliée publiquement, où les enfants ont le sentiment que finalement les parents ne jouent pas tellement leur rôle, il y a une perte de cohésion familiale, et lorsqu'il n'y a pas de cohésion familiale, il y a une perte de cohésion sociale, il n'y a personne qui compte sur l'autre, et là je pense qu'il y a des exemples où vous voyez, par exemple un prêtre qu'on avait violé, les religieuses, lui-même on l'a fait subir des actes humiliants, les gens se disent finalement ça ce n'est plus une église, et donc dans la communauté c'est comme si en détruisant chacun on arrive à ne plus faire une cohésion sociale pour permettre à ce que les gens aient une référence. So the rape in conflict also is totally dismantling the families and the respective role of each member of the family. The father will not feel a father anymore because he was not able to protect his wife or his daughter. The mother who has been raped will also feel the stigma and the shame. The kids will believe that my parents were not able to protect me, to take care of me. So it's all the social fabric is composed first of the first cell is the family. If you destroy the family, you destroy the whole community. And also as of an example of this technique to
bring terror to this community. Some militia, they've even used rape on religious authorities like a pastor or on sisters in the church. So people are wondering afterwards, but is this a holy place or is it still a holy place if the human can behave that way? So it's all the what used to be your norm is becoming no more subject to. It has been subject to so much brutality that you cannot say anymore that it's a holy place. Et donc les enfants qui naissent de ces viols viennent en fait tout compliquer. Le tableau devient encore beaucoup plus compliqué parce que ce sont des enfants sans filiation dans une communauté où ils sont repoussés comme enfants, ils ne sont pas acceptés. Et donc je crois que nous pouvons continuer à parler du tableau, mais la gravité c'est que cette communauté n'est plus capable de se protéger. Je dois dire pour les Congolais qui sont ici, nous devons tous travailler très très dur puisque à partir du moment où quelqu'un n'a plus son identité, ne sent plus qu'il est lui, il sent qu'en fait il ne représente plus ce qu'il était, il devient tellement faible que finalement tout vent peut l'emporter. Et ça c'est très très important de comprendre où est-ce que nous sommes aujourd'hui après avoir subi toutes les humiliations que nous continuons à subir et qui nous, en fait, nous réduisent à croire que nous ne pouvons pas prendre notre destinée à main. So Dr. Mukwege also stressed that all we said before is also what's the most serious is the situation that the children born out of rape, because there's no affiliation with a family, with a nationality, and this should bring all the Congolese people also to reflect on their own identity and their own role. Where are we today? What can we do to face this situation and to be recognized and to build an identity? Thank you so much for that. Let me take you back to October 2012. You narrowly survived an assassination. And the only reason you actually survived that assassination was because one of your staff, Jean Bozana, he was actually distracted in murders and he was actually killed. You left Congo, went to Sweden, decided to go back within 3 months, and your family, who were actually under house arrest by these militia gangs, also decided to go back. And I was just wondering, as a man, as a father, as a husband, and as a girl, are you scared? Are you worried about your life, the life of your family, your staff? Je pense qu'il est tout à fait normal qu'on soit inquiet par rapport d'abord à la famille, à mes filles, à mon épouse. J'ai effectivement beaucoup d'inquiétude par rapport à elles. Yes, thank you, Vava. And of course, Dr. Mukwege has got a lot of concern for his security and the one of his family, his wife, his daughters, and his staff. Mais je pense qu'il y a des priorités dans la vie qu'il faut savoir faire et savoir les faire quand il faut vraiment le faire. But most importantly, Dr. Mukwege is saying that we need to prioritize things in life, and when things need to be done, we need to do it. Merci. Quand j'étais attaqué, j'avais pris la décision individuelle, personnelle, de quitter les Congo. Donc j'ai réagi, je dirais, je pensais avoir réagi normalement. Donc j'avais dit, je quitte le Congo, ce que j'ai fait, ça suffit et donc je ne vais pas être un robot. Following the attack on Dr. Mukwege house, his first reaction was to leave Congo, and this was
first reaction from as an individual. Mais quelques temps après, les femmes congolaises ont organisé des journées vives mortes pour réclamer mon retour. Je suis resté insensible, mais elles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont pu écrire au président de la République, elles ont écrit au secrétaire général des Nations Unies pour demander mon retour. Il n'y a rien qui a été fait. Et le troisième mois, elles ont commencé à vendre des tomates, des ananas et récolter de l'argent pour payer mon billet. Et elles m'ont écrit pour dire, non seulement on va payer les billets, mais aussi on va garantir votre sécurité si le gouvernement ne peut pas le faire. Je crois que c'était plus fort que moi. So when Dr. Mukwege was in exile, the Congolese women were mobilizing and were claiming for his return. The first Bukavu and other cities in the eastern Congo were declared dead cities, where no activities were held. At that stage, Dr. Mukwege said, well, I'm going to stay abroad. Then another step, they start to write to the President of the Democratic Republic of Congo saying we need our doctor back. They wrote to the Secretary General Ban Ki-moon also emphasizing that Dr. Mukwege should go back to the DSC. And after 2 months and a half, 3 months, they start to collect money by selling pineapples and tomatoes. And they said, we will pay your tickets to come back to Congo, but also we will ensure your protection. And this call was irresistible for Dr. Mukwege. That's very touching. Je pense que devant ces défis, ce n'était plus, je ne pouvais plus voir moi. Je crois que dans la balance, il y avait la vie des millions de femmes qui pensent qu'il faut qu'on vienne ensemble, qu'on se batte ensemble, puisqu'on se bat pour une bonne cause. Et je crois que ça serait une lâcheté de les lâcher. So, in front of so much bravery from the Congolese women who were continuing to fight for their rights, for their dignity, Dr. Mukwege could not just keep on with his first initial